Le business, c'est important. La partie financière, ça l'est aussi, tout aussi importante, mais la relation humaine est importante. Proposer un accompagnement fort, ok, c'est au quotidien d'apporter de la connaissance. On a cette capacité à beaucoup communiquer. Cette connaissance de l'écosystème avec, entre guillemets, peut-être ce brin de folie de relations humaines qu'il faut avoir, notamment pour garder ses partenaires, c'est évident. Bonjour Cédric, merci d'avoir accepté cette interview. Salut Jean-Gabriel, merci à toi. Écoute, on est là aujourd'hui pour découvrir un peu ton rôle de Alliance Manager. Et pour juste un peu de contexte, en fait on s'est rencontrés sur le Sales Tech Summit. Exact. Et je t'ai contacté pour un tout autre projet qui finalement n'a pas lieu. Aujourd'hui on est là pour parler de ton rôle et ça va être passionnant. Est-ce que tu pourrais décrire en quelques mots ce que c'est ton rôle? Je me souviens très bien de notre première rencontre. Tu avais une idée vraiment très orientée sur le monde du sales. Et puis moi, j'ai vraiment voulu changer le sujet pour aller plutôt sur le côté alliance. Ok. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je suis alliance manager chez Ringover depuis presque 1 an et demi, sachant que juste avant ce premier poste-là, j'avais pu être sales manager pendant 1 an. Donc, j'avais une équipe globale d'à peu près 10 commerciaux répartis sur Lyon, Marseille et Barcelone. Donc un vrai combat au quotidien pour aller chercher les 50% de croissance qu'on nous demandait systématiquement tous les mois. D'ailleurs, ça n'a pas changé parce qu'on est toujours sur ce rythme-là. Donc une vraie belle expérience, très orientée terrain, très orientée chiffre, pardon. Et là, aujourd'hui, le poste d'Alliance Manager depuis 1 an et demi. Oui, donc effectivement, un beau track record quand même, 50% de croissance tous les mois, c'est pas évident. Bon, et alors j'imagine que ça a dû beaucoup t'aider. Est-ce que tu peux présenter ton rôle de Head of Partnership, Alliance Manager chez Ringover? C'est une très bonne question. Le poste de Head of Partnership, en l'occurrence le directeur des partenariats technologiques, il a été créé en 2024. Pourquoi? Parce que Ringover aujourd'hui dispose d'à peu près 100 intégrations natives. C'est-à-dire que dans le dashboard et dans la marketplace, grâce à nos développements, on a cette capacité à pouvoir proposer 100 intégrations natives à nos clients, à nos prospects, mais aussi à nos partenaires. En l'occurrence, beaucoup de solutions CRM aussi, beaucoup de solutions d'ATS, notamment à travers du recrutement, mais aussi des solutions de productivité. Ok. Et puis, on s'est rendu compte que cette approche, elle était très technologique, très produit, et qu'il fallait qu'on la rende euh, beaucoup plus attractive, ok. Qu'on ait cette capacité à mieux pouvoir la vendre. Donc, on a finalisé sur cette année 2024 toutes les intégrations sur lesquelles nous étions en train de travailler, donc des intégrations natives internes ou externes. Pour faire simple, externe, c'est le partenaire qui gère toute l'intégration. Mhm. Interne, c'est nos équipes qui gèrent notamment toute la partie développement et cette intégration native. Donc, on a travaillé notamment avec une intégration assez forte SMS avec Front. Mhm. On a travaillé avec Lemlist. On a travaillé avec des sociétés comme Odoo aussi, beaucoup, qui est un des gros partenaires stratégiques de Ringover. Avec Ubicus aussi, qui est une solution de quality monitoring. Voilà, donc on a vraiment finalisé toute cette année-là ce type d'intégration qui est hyper stratégique pour nous, pour ensuite réfléchir et partir sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle stratégie, notamment en 2025, et beaucoup plus orientée alliance, c'est-à-dire avoir cette capacité à aller chercher et travailler des éditeurs hyper stratégiques. Donc, ils sont au nombre de, je ne sais pas si je peux dévoiler le nombre exact, mais on a un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui sur lesquels on va vraiment se focaliser, notamment sur l'éditeur lui-même, mais aussi sur toute la partie écosystème. J'ai une question qui m'est venue, mais on y reviendra plus tard. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est, écoute, c'est quoi ta mission principale en fait en tant qu'Alliance Manager? Parce Mm. qu'effectivement, on voit l'écosystème, on voit l'objectif, mais ta mission à toi, comment tu l'amènes? Alors, c'est une mission d'équipe. OK, parce que je suis pas seul. OK, l'équipe aujourd'hui, partnership, c'est 2 alliances. OK, donc 2 personnes qui s'occupent de ces éditeurs, hyper stratégiques. OK, ils sont au nombre de 6-7. OK, on en a à peu près 3-4 chacun. Et puis derrière, on a une équipe de 4 channel managers. OK, et donc ces 4 channel managers aujourd'hui, ont cette mission principale de gérer et d'animer l'écosystème de l'éditeur. OK, donc avant tout, ma mission, c'est une mission d'équipe, de faire en sorte au quotidien d'animer, de gérer, d'accompagner, donc ce qu'on appelle la tête de pont, donc l'éditeur lui-même, ok, de faire en sorte d'organiser des sessions de sales enablement,
de faire en sorte que nos équipes montent en puissance et en compétence sur la connaissance du produit, mais des deux côtés, hein, que ce soit chez nous, mais aussi côté éditeur. Et puis la finalité, bien évidemment, c'est ce rapport humain qui est extrêmement important, mais cette capacité à générer du chiffre. Voilà. L'alliance, on en discutait quand on s'est rencontrés au Sales Summit. Nous, on l'a clairement identifié comme un levier de croissance. C'est-à-dire que on sait bien, et tu le sais toi aussi, parce qu'on en avait aussi discuté, que cette capacité à faire du call calling, à aller chercher du rendez-vous par téléphone ou de vendre directement, c'est extrêmement compliqué et de plus en plus aujourd'hui. Donc l'alliance, aujourd'hui, reste un levier de croissance fort. En tout cas, il a été identifié comme tel aujourd'hui chez Ringover et ça va l'être sur toute l'année 2025. Oui, effectivement, on en a discuté, il y a des vrais leviers aujourd'hui et ça risque de ne pas faiblir. Écoute, j'ai envie de, de te demander, en fait, pour un chef d'entreprise qui pourrait faire partie de ton écosystème, quel est l'intérêt de faire une alliance avec Ringover? C'est une bonne question. Il y a 3 points extrêmement importants, qui sont une valeur technologique. C'est-à-dire que cette valeur, elle est basée sur des fonctionnalités. Donc on va avoir cette capacité à pouvoir apporter des fonctionnalités complémentaires. Alors tu parles de chef d'entreprise, quand on travaille avec un éditeur tel que, je peux le dire, HubSpot par exemple, ou même Zendesk ou d'autres, on ne s'adresse pas directement au chef d'entreprise, on s'intéresse aussi à une équipe, et notamment des gens qui sont produits, des gens qui sont tech, des gens qui sont sales, des gens qui sont marketing. Et notre valeur commune, c'est de répondre à des besoins clients. Donc le premier point, c'est cette valeur technologique qu'on va apporter à ces solutions-là. Donc aujourd'hui, l'intégration Ringover, c'est entre 10 et 15 fonctionnalités aujourd'hui complémentaires à des solutions de type HubSpot, Zendesk ou d'autres. D'accord. Le troisième point, c'est cette capacité à proposer un accompagnement fort. C'est au quotidien d'apporter de la connaissance, notamment à travers cette valeur technologique et ces fonctionnalités. Et le dernier point, évidemment, c'est la partie commission, la partie rémunération, parce que les deux premiers points sont extrêmement importants pour moi, mais la partie financière oui, l'est également. Donc, on va avoir cette capacité aussi à proposer des contrats qui permettent de rémunérer nos partenaires. Très clair. Effectivement, 3 points qui vont les intéresser. J'espère. J'en doute pas. OK. Alors aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les compétences clés d'un partnership manager comme toi? Un peu comme là, c'est cette capacité être naturel dans la relation humaine. Le business, c'est important. La partie financière, ça l'est aussi, tout aussi importante, mais la relation humaine est importante, c'est évident. Cela dit, il faut avoir un relationnel assez bon. Il faut avoir un très, très bon relationnel parce qu'il faut aimer les gens, il faut être curieux, mais aussi, surtout, avoir cette empathie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les autres pour les aider. L'alliance, le partnership, c'est toujours du gagnant-gagnant, en fait. Tu donnes pour recevoir et tu reçois pour donner. Voilà. Donc ça, je pense que c'est les compétences importantes, primordiales même, je dirais. Et puis, une connaissance forte de ton marché, de ton écosystème de marché. Et ça, il faut quelques années d'expérience, en l'occurrence, pour bien comprendre le marché dans lequel on est et utiliser ces compétences, notamment pour choisir un tes bons partenaires, mais aussi faire en sorte de les garder. Parce que, c'est très important de recruter, mais c'est aussi, extrêmement important de pouvoir garder ses partenaires. Mmh. Et puis voilà, je pense qu'en termes de compétences, on est plutôt pas mal et puis évidemment un réseau de connaissances comme tout bon partnership, j'ai envie de te dire qu'il faut connaître du monde. Donc beaucoup de soft skills, en fait. Essentiellement, ouais, beaucoup, ouais, je dirais, ouais, tout à fait. Très intéressant, effectivement. On verra, je pense qu'après, on va explorer aussi les différences entre sales et partnership manager. Hem Et alors, il y a la partie effectivement, convaincre des partenaires, mais quand il s'agit de sélectionner quel partenaire, à quel partenaire tu vas confier, donc auquel tu vas faire confiance, pardon. C'est quoi tes critères de sélection? On a 2 types de partenaires aujourd'hui. On a les éditeurs de logiciels. Donc les éditeurs de logiciels, on va faire simple, ce sont ceux qui généralement ont un positionnement international, pour être très clair, avec une base client extrêmement importante. Donc plus ils ont de clients, plus on a un potentiel de MRR à pouvoir réaliser, à travers cette intégration native. Donc ça, c'est pour le côté éditeur et puis encore une fois, cette capacité à proposer une valeur commune, une valeur technologique commune, OK? Pour l'écosystème de l'éditeur, donc là, c'est différent parce que l'écosystème d'un éditeur, c'est en l'occurrence ce qu'on appelle des intégrateurs. C'est en l'occurrence ce qu'on appelle parfois, des agences, OK?
ou un autre éditeur assez connu du marché. Ils vont avoir des intégrateurs et puis des agences. Et ces sociétés-là ont des statuts de compétences, de certification qui sont propres à l'éditeur. Et généralement, on va toujours commencer par aller chercher ceux qui ont plus de certifications. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette capacité à bien connaître les technologies qu'ils proposent et donc à apporter une vraie compétence, aussi bien technologique que fonctionnelle, opérationnelle. Et ça, je trouve que ça nous aide énormément, beaucoup, à proposer également la valeur Ringover. Très, très clair. Effectivement, il y a quand même quelques, éléments à respecter. Et alors ça ressemble à quoi une négociation, entre, toi ou un de tes channel managers avec un potentiel partenaire? C'est toujours difficile une négociation et ça l'est notamment assez souvent, pas tout le temps, sur cette notion de commission, OK? Mmh. Cela dit, on peut rendre cette discussion beaucoup plus agréable, notamment par rapport aux points que j'ai pu te citer tout à l'heure, qui sont, encore une fois, cette valeur technologique qu'on propose et le point fort de Ringover, c'est au-delà de rémunérer nos partenaires, c'est un accompagnement fort, OK? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, grâce à des équipes, ce qu'on appelle des CSM dédiés à nos partenaires, mais aussi des CSM qui sont dédiés à nos clients. On le fait pour nos partenaires. Cet accompagnement fort, d'être présent au quotidien et de pouvoir répondre au quotidien à nos partenaires. Donc tu as, quand même un levier de négociation intéressant avec effectivement cet accompagnement. Hem, Est-ce que tu as une négociation qui, s'est mal passée? Oui, bien sûr, bien sûr. Les négociations se passent pas toujours bien. Alors, je dirais pas mal parce que il n'y a pas de point de non-retour. Je pense pas. J'ai connu d'autres négos face à des clients, peut-être. Où malheureusement ça peut arriver. Sur le côté alliance, j'en ai pas encore réellement rencontré parce qu'on fait quand même ce travail en amont, de se dire qu'avant d'aller échanger et discuter avec des sociétés, des éditeurs ou l'écosystème, on sait en qui elle s'adresse et on sait qui sont ces sociétés-là. Et on ne peut pas forcément se permettre d'atteindre ce point de non-retour. Donc mal passé, oui, mais on arrive toujours à trouver un compromis. Mmh. Toujours, parce qu'on sait on aura on sera toujours beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fort à travailler ensemble que tout seul. Il y a toujours une valeur ajoutée de toute façon et si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, quoi. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est une très belle phrase. Moi, je me suis vu ne pas forcément avancer avec des partenaires à un moment donné et puis ça peut se développer quelques mois plus tard, ouais, tout à fait. Mmh. Notamment sur un deal en commun. Souvent, les alliances se font sur un premier deal. Souvent, moi, je rencontre des sociétés qui me disent: «Ah, écoute Cédric, moi, je signe pas de contrat, j'avance pas tant que j'ai pas fait un premier business en commun». Mmh. Donc ça peut aussi être l'élément déclencheur, ouais, tout à fait. Ah, intéressant, il y a tout un univers à explorer. On va pas avoir le temps de tout faire malheureusement, mais ce sera peut-être l'occasion d'une seconde interview. On Eh ben, verra. écoute, avec plaisir. Hem Et comment est-ce que, tu assures le suivi et l'activation des partenariats? Tu vois, tu parlais de CSM. Après la signature, comment ça se passe avec tes partenaires? C'est les channel managers. Donc 2 alliances, 4 channel managers. Une fois qu'on signe avec la tête de pont qui est l'éditeur ou les partenaires dits élites qui sont généralement les partenaires les plus certifiés, il y a toute une partie de onboarding qui est fait notamment à travers cette équipe CSM qui permet, de certifier donc ce partenaire-là et de dire: «C'est bon, on y va, on y est, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour être, globalement autonome et indépendant, pour valoriser et porter la valeur Ingover à travers vos prospects et vos clients». À partir de ce moment-là et c'est un métier qui est très, très dur, c'est de pouvoir au quotidien accompagner ces partenaires-là, OK? Donc une fois que c'est signé, onboardé, les channel managers prennent le relais derrière et tout au long du cycle de vie, de la vie, du partenaire avec Ringover, ils sont accompagnés par ces personnes. OK. Et c'est des gens qui vont encore avoir ces compétences qu'on évoquait tout à l'heure, donc ces compétences humaines, mais ces compétences aussi technologiques, ces compétences opérationnelles, d'accompagner ces partenaires-là sur tout un cycle de vente, par exemple, ou tout simplement répondre à différentes questions. Mmh. Et puis il y a la partie CSM où là, on est vraiment sur un accompagnement plutôt technologique, petit produit, Mmh. qui permet de faire monter en valeur et en compétences aussi nos partenaires régulièrement. Ça, c'est une question que j'avais pas prévue du tout, mais effectivement, on parle beaucoup de tes challenge managers, qui sont au nombre de 4 aujourd'hui. Hem, si tu dois résumer en 3 adjectifs, comment tu les sélectionnes toi? Les channel managers? Ah, c'est une bonne question ça. L'expérience. Les channel managers chez nous sont des gens qui ont entre 3 et 4 années d'expérience chez nous. Ils ont des profils totalement différents. Heu, je peux la citer, Sophie par exemple a un profil de sales. Ça fait 3 4 ans qu'elle est chez nous.
Elle a connu énormément de succès, notamment en signant, par exemple, le premier plus gros client de Ringover de son histoire il y a à peu près 2 ans. Donc elle a ce premier parcours, elle a ce parcours très orienté sales. Et puis on en a 2 autres qui viennent purement 2-3 autres qui viennent vraiment de ce qu'on appelle chez nous, la vente indirecte. Donc cette capacité à gérer un réseau de revendeurs-distributeurs. Donc cette compétence-là, elle est ultra utile parce que ce sont des gens qui ont cette compétence à pouvoir proposer les bonnes idées à nos partenaires et faire en sorte de les garder très très longtemps. Voilà, donc vraiment des profils différents. Et si je devais faire d'autres recrutements, si Ringover devait faire d'autres recrutements aujourd'hui, je pense qu'on garderait, encore une fois, cette connaissance de l'écosystème avec, entre guillemets, peut-être ce brin de folie de relations humaines qu'il faut avoir, notamment pour garder ses partenaires, c'est évident. J'ai envie de creuser sur le brin de folie. Bah, tu Le sais grain qu'on de a le folie, temps. pardon, c'est le Le grain grain, de folie, ouais. peu importe, voilà, les 2 fonctionnent pour moi, mais comment tu le décèles chez quelqu'un, ce grain de folie? C'est pas une question simple, parce que avoir une première, enfin, ressentir la personne sur un entretien ou sur une première relation de 10-15 minutes, c'est pas forcément simple. Je pense que dans l'attitude, les gestes, le regard, cette capacité à pouvoir être pertinent, à pouvoir déstabiliser, à pouvoir être un peu différent, voilà. Donc ce grain de folie, tu peux l'identifier notamment par rapport à ce type de comportement-là. Après, c'est un ressenti, donc ce sera ton ressenti à toi, qui te permettra de dire: «Il a ou il a pas ce grain de folie», tout simplement. Mais pas simple. C'est des gens qui te surprennent. Il y a des gens qui me surprennent, exactement, qui peuvent me surprendre. Pas trop non plus, mais c'est des gens qui me surprennent, ouais, c'est vrai. OK. Et c'est d'ailleurs, c'est marrant que tu parles parce que beaucoup de nos partenaires sont aussi comme ça, ouais. Ils te Des surprennent? vraies personnalités, ils me surprennent avec ce petit grain de folie peut-être, ouais. Ah, c'est super intéressant, j'adore. OK, OK, OK. Hem et alors, on part sur une question beaucoup plus, sérieuse, mais quels indicateurs, quels KPI tu utilises pour mesurer le succès d'un partenariat? Alors pour mesurer le succès d'un partenariat, le KPI évidemment qu'on va regarder, c'est cette notion de lead, ce qu'on appelle donc le lead gen, très clairement, mais dans les 2 sens. C'est-à-dire que chez Ringover, ce qu'on souhaite nous, encore une fois, c'est que ce soit du gagnant-gagnant. C'est-à-dire apporter une valeur techno, mais aussi être capable de pouvoir alimenter nos partenaires, notamment en lead gen. OK? Donc on va avoir des KPI assez poussés, notamment sur cette notion de qu'est-ce que génère le partenariat en termes de lead gen. Et donc du coup, le lead gen, c'est vraiment l'élément extrêmement important dans la notion de partenariat. Et on va donc le mesurer donc à travers ce taux de conversion du lead gen jusqu'en opportunité, et ensuite le taux de conversion d'une opportunité jusqu'au fait qu'on puisse signer le business ensemble. Donc voilà, cette capacité à bien mesurer l'activité business que les deux entreprises peuvent s'apporter. Et puis bien sûr, la partie recrutement est importante, c'est-à-dire qu'on a un objectif de recrutement de nouveaux partenaires. Donc on doit être capable de mesurer mensuellement le nombre de nouveaux partenaires qui vont donc rejoindre la famille alliance de Ringover. Et puis évidemment ce qu'on appelle chez nous le MRR influencé, donc cette capacité à mesurer mensuellement ce qu'un partenaire ou ce que nos partenaires d'une manière générale peuvent nous apporter en termes de business. OK. Il y a un KPI que j'avais pas anticipé, c'est qu'effectivement, il faut que vous leur apportiez autant, en termes de leads qu'eux vous apportent, en fait. Ça, c'est un vrai sujet. Chez Ringover, on a cette rémunération qui permet évidemment d'encourager nos partenaires à nous apporter du business, mais on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin en fait. Parce que certains partenaires, la rémunération, elle est importante, mais pas tant que ça. OK? Pour certains partenaires, le fait qu'on leur apporte du business, peut également être un levier de croissance pour eux. Et parfois même, Ringover peut tracter certaines marques ou certaines sociétés, notamment en organisant différents événements, que ce soit des webis ou que ce soit des petits déjeuners comme on a pu faire la semaine dernière, notamment avec Zendesk et Safe. Donc le fait de les tracter aussi, heu, permet d'alimenter en lead gen, nos partenaires à travers ces différentes actions. Ah, c'est très, très vertueux. Hem et bah, justement, dans cette, ligne-là, est-ce que tu peux nous partager un exemple de partenariat qui a eu un impact stratégique, autant sur Ringover que sur le partenaire en question?
Il y en a eu quelques-uns et il y en aura beaucoup sur 2025. Il y a des choses qui se préparent intéressantes, moi j'espère, je croise les doigts. Cela dit, il y en a eu beaucoup, enfin il y en a eu quelques-uns aussi sur 2024. Je ne pourrais pas forcément donner le nom des éditeurs, mais il y a un en particulier qui vient, c'est une licorne française, figure-toi que c'est une licorne française qui commence par un F, euh, et qui a tout de suite fait son business aux États-Unis, contrairement peut-être à une société française qui a logiquement la possibilité de développer toute sa partie business sur le marché français. Bah, eux, non, ils ont explosé aux États-Unis. Ok, et donc cette licorne française avait besoin d'une fonctionnalité que d'autres acteurs VoIP et concurrents d'Engover ne souhaitaient pas proposer. Ok, donc on a pris cette décision de développer une fonctionnalité, notamment cette capacité à intégrer le SMS directement dans cette solution CRM, ok, après une interaction SMS avec un client, directement, tout s'intègre dans la solution CRM. Ok, donc ça a été une fonctionnalité assez forte qui nous a permis, un, d'ouvrir déjà le marché américain et d'être reconnu comme solution VoIP alternative, ok, parce qu'ils en ont toujours plusieurs, hein, mais une véritable alternative à nos concurrents et d'ouvrir notamment tout le marché américain et aussi le marché UK, et qui plus est le marché français, même s'ils sont un peu moins développés. Donc ça, c'était vraiment un élément déclencheur fort qui nous a permis aussi de signer un contrat worldwide, ok, en termes de business commun. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, euh, c'est plutôt un éditeur belge, très gros éditeur belge, assez développé dans le monde, qui fait quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, valorisé à quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois. Euh, où là, il y a eu un vrai travail de fond d'un alliance manager chez nous, qui a identifié ce vrai besoin. Et grâce à ce travail-là, aujourd'hui, cet éditeur belge référence la solution Ringover, notamment sur toute la partie VoIP dans son catalogue de produits. Donc ça a été vraiment deux axes stratégiques de développement assez forts sur l'année 2024, sans compter un travail de fond et extraordinaire aussi des Américains, qui eux se sont vraiment focalisés sur les ATS, donc les solutions de recrutement. Euh, Ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils ont développé 20 intégrations avec les 20 plus grosses solutions américaines d'ATS, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une croissance de plus de 40% uniquement sur ce marché-là. Et ça a vraiment été un axe stratégique très intelligent, notamment de la part de nos confrères américains. Le deuxième éditeur, peut-être que certains l'auront reconnu. Moi, je vois à peu près de qui tu parles. Ah, Euh, écoute, ce serait un sujet peut-être de voir dans les commentaires si les gens ont reconnu ou pas les deux éditeurs. Ouais. À voir. on repart sur le script originel. Euh, c'est quoi les principaux défis que toi tu rencontres dans ton métier au quotidien? Il faut qu'on soit différent. Il faut qu'on soit différent et il faut qu'on soit rapide dans les prises de décision et dans ce qui va être fait, pardon, suite à ces prises de décision-là. Je te donne juste un exemple. Chez Ringover, comme tu le sais peut-être, on a cette capacité à beaucoup communiquer. C'est-à-dire qu'on fait du bruit, mais on fait du beau bruit. Ok, comme là aussi peut-être. Et donc du coup, on est extrêmement visible par nos concurrents, par nos clients, par nos partenaires. Donc on a une visibilité forte. Et parfois, nos idées peuvent peut-être être prises par d'autres. Donc voilà, peu importe. Et donc du coup, il va avoir cette capacité de renouveler souvent, extrêmement rapidement, différentes autres idées qui nous permettent de nous différencier très très fortement. Après, évidemment, on a aussi nos concurrents qui font ce même travail de fond, hein, d'aller ouvrir des partenaires et de les développer. Donc ça, c'est un défi quotidien parce que, et j'espère pas pour trop longtemps, mais on reste quand même un vrai challenger aujourd'hui par rapport à des grosses solutions du marché, hein. Et je ne vais pas citer nos concurrents, mais tu les connais, hein. Donc on est un véritable challenger. Donc cette capacité aussi à relever ces défis d'être, j'aime pas cette notion d'être meilleur que l'autre, mais au moins de proposer une véritable belle alternative à ces solutions-là déjà pas mal implantées dans ce milieu-là et de proposer des choses différentes. Voilà les défis qu'on peut avoir. Ouais, se renouveler en Bien, permanence, voilà. quoi. Exactement, se renouveler en permanence. Qu'il aurait pu faire très simple en une phrase. Ouais, c'est mieux d'expliciter, c'est plus intéressant. Et alors, ton rôle a été créé en 2024. Ouais. Dans les années qui viennent, tu le vois évoluer comment ce rôle? Pour moi, plutôt bien. Après, enfin j'espère.
Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans, donc c'est pas mal. Après, pour moi, c'est un et j'espère pendant très longtemps, même si cette notion d'alliance, elle existe depuis très longtemps. Et moi, il y a encore quelques années, je travaillais chez des éditeurs de solutions CRM, heu, on avait déjà des alliances managers. Sauf qu'aujourd'hui, elle est considérée encore une fois comme un vrai levier de croissance, d'accord? Donc moi, je la vois évoluer très fortement et je le vois dans beaucoup de secteurs d'activité, dans la finance, dans les banques, dans les assurances, qui ne sont pas du tout les secteurs dans lesquels nous on est, hein, dans le retail ou autre. On voit beaucoup de nouveaux postes ou des postes qui se confirment notamment sur cette capacité à générer du partenariat, à gérer de l'alliance, parce que c'est un levier extrêmement important, encore une fois, pour aller chercher, renforcer, une structure déjà existante, OK, avec un levier un peu différent de ce qu'on a pu connaître ailleurs, notamment, le marketing, le commerce, voilà, des choses un peu classiques et traditionnelles. Donc je le vois très, très bien évoluer, bien évidemment, ouais, et j'encourage fortement, les entreprises à bien réfléchir en amont, à recruter fortement ce type de profil-là, avec un conseil que je peux leur donner évidemment, c'est avant de lancer une stratégie alliance, c'est vraiment la préparer en amont. Ça se prépare, réellement. On n'arrive pas sur le terrain en se disant: «Bah, voilà, on va faire du partnership parce qu'il faut le faire». Non, ça se réfléchit, ça se présente et puis ça se travaille aussi beaucoup en équipe. Et alors l'élément principal dans la préparation de la stratégie de management, tu penses que c'est quoi? C'est savoir à qui on s'adresse, c'est déjà identifier son son réseau de partenaires, et ça, c'est quelque chose qu'on a fait durant toute l'année 2024 et qui fait qu'aujourd'hui, on lance justement cette nouvelle stratégie alliance. C'est voilà, bien connaître son réseau, bien les identifier et à partir de ce moment-là, monter toute une vision, encore une fois, de valeur, OK, à travers ces partenaires-là, avec des plans précis, que ce soit des plans, business, mais aussi des plans, marketing, mais aussi des plans sales, et bien évidemment des plans, hem, qui vont permettre d'accompagner au quotidien ces partenaires-là. Donc il y a vraiment toute une réflexion autour, d'un réseau totalement identifié au préalable. Donc vraiment bien comprendre, l'écosystème dans lequel on travaille, son réseau et ensuite construire autour de ce réseau, ouais. Quelle relation tu entretiens avec les équipes en interne, les sales, le marketing, la com? C'est un poste transverse, très clairement. C'est-à-dire que tu travailles aussi bien avec le produit, tu travailles aussi bien avec des techs, avec du marketing, avec des sales. Donc globalement, il est hyper transverse. Hem, la partie tech, tu les suis régulièrement parce qu'il y a des évolutions constantes, notamment sur les différentes fonctionnalités qu'on peut apporter à travers ces intégrations natives. Donc faut que tu sois informé de tout ce qui peut se faire et surtout relayer l'information à travers ton équipe et notamment, bah, au niveau du market et au niveau des commerciaux. Sur la partie produit, c'est un peu pareil, c'est cette capacité à mettre en valeur, ces différentes fonctionnalités à travers cette intégration native. OK, elles sont développées. Après, c'est les comprendre, les marketer et pouvoir les diffuser. Au niveau du marketing, c'est accompagner nos équipes, notamment sur ce qu'on disait tout à l'heure, préparer des events qui vont nous permettre de tracter nos partenaires, OK, et de leur apporter du business. Et puis, bah, les commerciaux, c'est les accompagner parfois sur des deals hyper stratégiques, notamment en tant qu'alliance manager, pour pouvoir analyser et avoir une vision globale de tout cet écosystème. Et dire attention, bah voilà, là on a une solution CRM qui fait partie des éditeurs hyper stratégiques. Donc on va activer des leviers chez cet éditeur-là, mais aussi l'écosystème, donc les intégrateurs. Ah, donc c'est vraiment passionnant. Pourquoi? Parce que tu es multicasquette et tu es multi-compétences, et puis voilà, tu joues beaucoup avec les humains, donc ça tu as vraiment ce côté relationnel fort aussi, d'être capable de pouvoir t'adapter un petit peu, donc tu peux pas être bon sur tous les critères. Je suis pas du tout tech, hein, donc des fois, j'apprends encore au quotidien, certaines choses. Mais voilà, en tout cas, ça te permet de travailler globalement avec tous les services de l'entreprise, ouais. C'est hyper passionnant, ouais, clairement, ouais. Et alors dernière question, qu'on avait, travaillée en amont, j'en aurai quelques-unes, après, c'est, quel conseil, pluriel, tu donnerais à quelqu'un qui veut évoluer vers un poste de channel management? Si je prends l'exemple de mon parcours chez Ringover, je pense il faut avoir une expérience quand même assez forte sur cette capacité à savoir ce que tu proposes et à savoir ce que tu vends. Donc, de la connaissance du marché, de la connaissance de ton produit, la valeur de ton produit. Hem,
j'ai été sales manager chez Ringover, donc cette capacité à gérer et à manager des gens est aussi très utile pour gérer des partenaires. Pas parce qu'on manage des partenaires, mais parce qu'on est on a une relation forte avec ces partenaires-là. Donc, toute cette expérience-là, je pense, sert énormément à t'épanouir dans un poste d'alliance manager. Donc les conseils, c'est, soyez vous-même avant tout, j'ai envie de te dire, OK? Soyez vous-même avant tout et puis, venez piocher un petit peu comme un couteau suisse tout ce que vous avez pu apprendre durant ces différentes expériences et encore une fois, ouais, très sales. Je pense qu'il faut être un vrai bon sales, pour ensuite pouvoir porter, engager, comme tu as engagé tes prospects ou tes clients, être capable aussi de pouvoir engager, tes partenaires, pour ton job de demain. OK, donc un bon sage aujourd'hui, qui voudrait se diriger vers des postes comme ça, hem, est-ce que tu, lui conseillerais de se focaliser sur l'expertise marché, d'aller chercher un maximum de connaissances? Ou bien est-ce que, tu lui conseillerais de directement chercher un poste d'animation, de partenariat? Non, je pense que le 1er chemin que tu viens de décrire, je pense que c'est le bon. C'est celui-ci sur lequel il doit s'orienter avant tout et puis ensuite étoffer un petit peu sa compétence et sa connaissance au niveau d'un écosystème, au niveau d'un réseau, ouais, bien évidemment. Et alors dernière question, qui me trotte un peu dans la tête depuis tout à l'heure, mais je sais que, heu, un autre, un éditeur de logiciels très connu, CRM, a mis en place une stratégie de partenariat il y a des années et donc ils ont réussi à créer un réseau très important. Hem, Pourquoi est-ce que, tout le monde n'a pas suivi cette stratégie plus tôt? Alors il y en a qu'un ou il y en a plusieurs, il y en a plus qu'un, je pense, mais ça commence par un S? Ça a commencé par un H, dans ma tête. OK, c'est bon, je vois lequel tu veux dire. Faut pas dire pourquoi on le fait pas, parce que peut-être qu'on le fait, en fait. Donc je pense qu'il y a des choses importantes, à prendre en compte parce que cette stratégie, elle est ultra payante. Si on parle du même clairement, c'est un des leaders et même peut-être le leader de demain. Hem et hem et c'est surtout que ce qu'il a compris très vite, c'est que de s'appuyer sur un réseau de partenariats, c'est dupliquer ses forces, en fait et ce modèle-là, ils ont réussi à le faire avec une approche totalement différente du monde de l'intégration pure de logiciels. Ils ont su mêler à la fois une approche techno, intégration, mais aussi à la fois une approche métier opérationnel, OK? À travers, d'automatisation de marketing, enfin du marketing automation en l'occurrence, ou à travers du service ou à travers des compétences sales. Et je trouve que ce qui les a amenés à ce niveau-là, c'est cette capacité à changer le débat, voilà, à orienter beaucoup plus la fonctionnalité CRM autour d'un accompagnement totalement opérationnel et beaucoup moins techno. Donc ouais, clairement, c'est un exemple à suivre, que nous on va suivre aussi sur certains points, hein, puisque cet écosystème-là, on va l'adresser et justement, il faut qu'on l'adresse de cette bonne manière-là, ouais, très clairement, ouais. Et alors dernière question, après je te laisse tranquille. Tu as l'air, super épanoui dans ce poste, ça a l'air de t'éclater. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour les années qui viennent? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de mieux? Bah, de réaliser nos objectifs, évidemment, d'aller au-delà même de ces objectifs et d'amener Meringover sur ce qu'on souhaite tous aujourd'hui, d'être plus considéré comme une alternative ou un challenger, mais concrètement comme la vraie bonne solution, de téléphonie VoIP d'entreprise totalement intégrable et intégrée à tous ces solutions et tous ces éditeurs CRM hyper stratégiques pour nous. Donc, c'est un nouveau défi qu'on se lance sur 2025. On passe, d'une vision très techno produit à une vision particulièrement business alliance accompagnement et ce qu'on nous souhaite tous évidemment, c'est de réussir. Donc, on démarre vachement bien le début d'année parce que, on a des vrais bons encouragements, des vrais très, très gros, OK? Qui nous écoutent, qui nous entendent et qui nous suivent parfois sur différentes actions. Donc il faut qu'on continue, comme dit souvent mon CEO, Ludovic, c'est, voilà, on en est là maintenant, il faut transformer. Donc on va essayer de transformer, et faire le max pour réussir, ouais, très clairement. Super, bon, bah, écoute, merci beaucoup Cédric, c'était passionnant. Bah, c'est génial, merci à toi en tout cas, j'ai passé un très bon moment et à bientôt, j'espère. Bah, à très bientôt. Merci, ciao. Ciao.